Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point lecture, tchin tchin. Pour une fois, j'avais attendu assez longtemps avant de faire la vidéo pour boire mon café et pas me brûler. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture, je vais vous parler de 5 lectures parce qu'il y en a 2 qui sont vraiment très courtes, du moins en nombre de pages, et que j'ai quand même pas mal de choses à dire, mais bref, voilà, 5 lectures. Une fois encore je m'excuse pour le chevauchement de motifs, mais écoutez, c'est le premier jour de l'automne, j'avais que ça de orange dans ma garde-robe, ça fait un petit grou, j'en conviens, moi j'adore ce t-shirt un peu col roulé, mais pas trop, un peu léopard, un peu panthère, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à me gonfler avec ton habit de panthère. Et alors, et quoi? C'est quoi le rapport de mes vêtements et pas là? T'as compris? C'est quoi le rapport? C'est moi, je vois un truc qui fait mal aux yeux dans le magasin, je me dis c'est pour moi, je suis peut-être un peu trop près, je vais me reculer, et on va tout de suite commencer. Comme d'habitude, je vous les présente par ordre de préférence, en sachant que là j'ai quand même 2 beaux gros coups de cœur, et 3 lectures plutôt bonnes, pas d'accroche, pas d'accro. J'ai peut-être un peu la patate aujourd'hui, je vais essayer de me calmer, mais c'est parce que j'ai bu beaucoup trop de café déjà, il est 10h30 et je dois être à ma 5e ou 6e tasse de café, et que en plus, avant de faire une vidéo, j'écoute une musique en boucle 3 ou 4 fois, une musique qui donne du peps. Et aujourd'hui c'est une de mes musiques préférées, désolé, j'ai des goûts de chiottes, vous le savez, j'ai écouté Emmanuel de François Valéry en boucle, donc voilà. Du coup je risque de l'avoir en tête. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle, Emmanuel devant mes yeux, la vraie merveille. Emmanuel du bout du monde, Emmanuel sensuelle et blonde, Emmanuel aux grands yeux verts, aux jambes longues. C'est donc ce à quoi je ressemblais les 10 dernières minutes avant de commencer cette vidéo pour me booster. Maintenant qu'on est tous ensemble dans ce bon gros merdier, on peut commencer. En premier, j'ai lu Fermouche de Vincent Almendros aux éditions Minuit, dans leur collection Minuit Double, donc la collection poche de chez Minuit. Donc dans Fermouche de Vincent Almendros, on va être sur un thème assez classique, avec une exécution également plutôt classique. C'est un garçon, un homme, enfin un jeune homme, la trentaine d'années, qui a quitté le petit village natal, c'est même un hameau, parce que c'est un petit village en Auvergne, au fin fond de la montagne, où il y a genre 3 ou 4 maisons, la maison des grands-parents et la maison des 2 fils. Et donc lui c'est le petit-fils des grands-parents, et il a quitté ce village, il est parti vivre à Paris, il a fait sa vie à Paris avec sa femme, Constance, et ils vivent leur vie complètement coupée du monde rural. Il a plus aucune relation avec sa famille, non pas qu'il se soit spécialement brouillé avec eux, c'est juste qu'ils ne se parlent pas, ils n'ont pas gardé contact. Mais voilà, un jour il y a sa cousine qui se marie, il est invité, il a une relation particulière avec sa cousine, donc du coup il se rend au mariage. Donc ce roman qui est très court, il fait 120 pages, se passe sur ce week-end où il arrive dans la maison des grands-parents qui sont maintenant décédés, où il s'installe avec Claire, qui n'est pas sa femme, parce qu'en fait il s'est embrouillé avec sa femme, et du coup, c'est sa meilleure amie qui se fait passer pour elle, parce que ses parents et sa famille ne la connaissent même pas, ils ont jamais vu leur belle-fille, ils savent pas qui elle est. Là on est un peu même dans un côté théâtre de boulevard avec l'imposture, la meilleure amie qui prend la place de la femme, donc ça c'est un peu drôle, enfin ça peut apporter quelques situations cocasses. Et voilà, ils vont aller chez les parents du personnage principal, il va donc présenter sa femme, et on sent très vite, il y a une ambiance qui s'installe de mensonges et de non-dits. On ne sait même plus qui croire, car tout sonne plus ou moins faux. On sent que derrière chaque phrase, il y en a 15 autres qui attendent. Derrière chaque pensée, il y en a 2 autres bien plus vraies qui toquent à la porte. Et très vite, voilà, on sent que tout est presque faux, mensonge, qu'il y a des non-dits, qu'il y a une couche de vernis très poussiéreuse, très écaillée, mais qu'en dessous, il y a vraiment quelque chose d'encore pire. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est simple en apparence par le style. Chez Minuit, ce que j'aime bien dans cette collection, dans cette maison d'édition, c'est que tous les auteurs ont vraiment un style, ils ont une patte. Quand tu lis un Laurent Mauvigné chez Minuit, bon bah tu sais que c'est du Laurent Mauvigné. Quand tu lis un livre de Duras, tu sais que c'est Marguerite Duras. Quand tu lis une pièce de Beckett, bah tu sais que c'est du Beckett. Voilà. Pour moi, c'est ce qui fait la particularité des éditions de Minuit, c'est qu'ils ont des auteurs qui ont tous un style emblématique. Et là, au début, je me disais, c'est très simple, c'est presque pas enfantin, mais c'est un style tellement limpide, tellement facile, que j'en étais presque dérouté, parce que tout ce que je lis de chez eux, c'est souvent bien plus alambiqué, bien plus stylisé, et en fait, arrivé à 30-40 pages, j'ai compris que c'était ça le procédé d'écriture, enfin, la manière d'écrire de l'auteur, c'est de faire quelque chose d'en apparence très simple, qui en fait ne l'est pas, parce que
quand tu repenses à chaque phrase, surtout après avoir lu le bouquin, après l'avoir terminé, quand tu repenses à toutes les situations, à ce qu'il a pu se passer, alors c'est très court, donc il n'y a pas non plus 20 000 situations et 20 000 choses auxquelles tu peux te souvenir, mais une fois que tu as fait un état des lieux après ta lecture du roman, et ben en fait ça a fonctionné, il m'a bien berné, et ce style qui pourrait être, cette plume qui pourrait être presque simple, permet d'en dire beaucoup plus, et que dans ce roman de 100 pages, on pourrait presque dire qu'il est complet, étoffé, comme un roman de 300 pages, tant sur la construction et sur l'ambiance, parce que avec très peu de mots, encore une fois, il arrive à nous installer dans ce monde rural, agricole, très pauvre. Malheureusement, là, on sent qu'on est dans la pauvreté rurale et agricole, sans pour autant qu'il n'y ait jamais une once de mépris. J'ai trouvé que c'était très humble, que le personnage principal sait qu'il vient de ce milieu-là, qu'il a grandi ici et qu'il n'est jamais méprisant. Lui, il a voulu en sortir, il est parti à Paris, il n'a pas gardé de relations et de liens avec les personnages, avec les milieux, avec le PMU du village d'à côté, la pharmacie qui est encore 20 km plus loin. Il s'en rappelle et il s'en émeut avec nostalgie, et tout cet univers rural, montagnard, un peu bourru, un peu pâteau, il s'en rappelle, et quand il passe devant une devanture, devant une maison, il en est presque nostalgique, il a des émotions, il a des sentiments, et il n'est pas que, voilà, que mépris et méchanceté envers ce monde qu'il a voulu quitter. Il le comprend, il tente de le comprendre, il n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avec moi, ça a fait mouche. Badoums. C'est un peu court, franchement, tellement ça m'a plu, j'aurais bien aimé en avoir plus, et du coup ça me laisse un peu sur ma faim, quand même. C'est pas la claque de l'année, mais pour un si petit texte, j'ai réussi à avoir une flopée d'émotions, parce que moi j'ai passé, étant plus jeune, tous mes week-ends dans un petit bled à la campagne, un peu semblable à celui-là, et du coup ça m'a peut-être fait remonter quelques souvenirs, mais en tout cas ça fonctionne avec moi, et bah je continue à dire que les éditions de minuit, c'est de la balle, c'est de la bombe, j'adore. Ensuite, j'ai lu le cas Schneider, je sais toujours pas comment on dit, Schneider, de Jean-Paul Dubois aux éditions Point. Je vous ai déjà présenté plusieurs fois du Jean-Paul Dubois, je crois, sur la chaîne. En tout cas, je vous ai présenté le recueil de très courts textes, Parfois je ris tout seul, et dans ma toute première vidéo que vous n'avez probablement pas vue, et je ne vous en tiens absolument pas rigueur, je parlais de si ce livre devait me rapprocher de toi. Là, j'ai lu celui-là parce que si vous êtes habitué de la chaîne Il est bien ce livre et des lives du vendredi, vous connaissez peut-être Stéphane Chamac, qui est également auteur, je crois qu'il a une page Facebook, et il aime beaucoup Jean-Paul Dubois, et il dit souvent que son préféré c'est le cas Schneider, on va dire Schneider, je sais pas, c'est quoi le plus simple à dire? Schneider? Je suis con parce qu'il y a un film et je pense que si j'avais vu le film, j'aurais su comment prononcer ce mot. Je vais essayer de voir si dans la bande-annonce il le prononce, attendez. Après vérification, il semblerait que l'on doit prononcer ce mot Schneider, ce qui n'est pas pour me simplifier la tâche. Donc dans le cas Schneider, on va suivre un monsieur, on va l'appeler Paul parce que j'ai pas envie de répéter son nom de famille à outrance, donc Paul, qui est marié, qui a 3 enfants, il habite à Montréal, il a une vie un peu, on va dire banale, enfin, sa femme est une grande cadre dans une entreprise de communication, elle est dans la course à la performance, dans vraiment le cliché de la femme un peu businesswoman, vous voyez, enfin tout ce qui va avec et ce qui l'entoure, alors que lui il est plutôt du genre à vivoter, à faire des petits boulots à droite à gauche, mais jamais vraiment de carrière toute dessinée et dans laquelle il s'engage à 100%. Et en plus de ça, au bon vieux Paul, il va lui arriver quelque chose d'assez dramatique. Il va survivre à un accident d'ascenseur. Il va être dans un ascenseur avec 5 autres personnes et il va être le seul survivant à cette chute parce que l'ascenseur va complètement lâcher, il va tomber, il va s'écraser et tout le monde va mourir, dont sa fille qui était avec lui dans l'ascenseur, sauf lui. Et donc suite à cet accident, Paul va voir le monde autrement. Il va comme avoir une espèce de lucidité, un grain de... comme si la lumière s'ouvrait enfin à lui, et il va percevoir le monde différemment, et établir une espèce de petite thèse comme quoi le monde ne serait qu'une histoire de verticalité qui nous pousse toujours à monter, à essayer de grimper au plus haut, d'atteindre les sommets, et de dénigrer ceux qui restent en bas, de considérer tout ça comme déviant, que ceux qui ne souhaitent pas monter, rester à la base, sont des personnes anormales, déviantes. Et donc suite à cet accident, même les petits boulots qu'il faisait jusque-là pour vivoter, vont le déranger, il va y voir encore cette notion de verticalité dedans, cette notion de toujours plus haut, toujours plus fort, et il va se mettre à promener des chiens. Il rencontre un homme qui a une entreprise de dog sitting, et il va se proposer comme dog sitter. Donc au début, le mec trouve ça un peu bizarre, parce que c'est un métier plutôt d'étudiant, qu'on fait ça en complément de revenu. Il se dit qu'est-ce qu'un homme de 60 ans vient faire dans mon entreprise pour promener des chiens, mais bon, il l'embauche et ça se passe très bien avec les chiens. Et donc il va se découvrir cette passion pour
pour la promenade. On va le voir très souvent se promener dans Montréal, dans les parcs enneigés, prendre des sentiers qui sont pas forcément les routes adéquates, en tout cas les chemins préconisés pour la balade, parce que c'est pareil, c'est une entreprise de dog-sitting qui est très normée, on doit emmener tel chien à tel endroit, à telle heure, on doit passer par tel chemin, devant telle boutique, etc. Et lui, Paul, il va vouloir plutôt se balader, se pérégriner, vraiment, il va être en mode errance. Il va errer avec les chiens, il va réfléchir, il va donc développer un peu cet éloge de ne rien faire, de juste, même pas profiter, mais se laisser porter, être là mais en même temps absent. Et le soir, quand il rentre chez lui, après les promenades de chiens, après les toilettages, etc., il va enquêter sur les ascenseurs, parce que pour lui c'est pas normal, il aurait pas dû avoir cet accident d'ascenseur, sa fille n'aurait pas dû y laisser sa peau. Et donc il va se mettre à lire des dizaines de traités d'ingénierie sur tout ce que fait un ascenseur, comment il fonctionne, comment on peut arriver à faire des ascenseurs qui montent aussi haut, quels sont les temps d'attente moyens quand on est dans une tour de 125 étages avec 6 ascenseurs. Enfin, c'est très très drôle, enfin moi ça m'a fait rire. Mais c'est la particularité des livres de Jean-Paul Dubois, c'est que malgré cette ambiance un peu triste, un peu sombre, on est avec un homme qui a des relations plutôt tendues avec sa femme, qui ne se comprennent pas, qui ne se sont même jamais vraiment compris et qui se comprennent encore moins maintenant depuis qu'il y a eu l'accident. Il a perdu sa fille, il a aucune relation ou très peu de relation avec ses 2 enfants, à tel point que parfois il se demande si c'est vraiment lui qui les a engendrés, tellement ils sont à des opposés. Donc ouais, c'est une ambiance familiale très mauvaise, et pourtant on rigole parce que la plume de Jean-Paul Dubois est toujours facétieuse, il va trouver toujours du comique, quelque chose de drôle, de malin dans des scènes du quotidien, dans des scènes banales. Encore une fois, on est avec un personnage pareil, qui lui aussi est banal, et c'est cet éloge du banal et du ne rien faire qui, moi, m'a plu avec le cas Schneider. Je recommande toujours autant la lecture de Jean-Paul Dubois. Ça doit être mon 4e roman et j'aime ce qu'il fait. Donc après, ça va parce qu'il est très très prolifique. J'ai encore de quoi me sustenter avec sa bibliographie. Mais je pense que vraiment, des 4 que j'ai lus, ça reste celui-là mon préféré pour l'instant, le cas Schneider. Je vais peut-être regarder le film, j'ai peur parce que j'ai passé tellement un bon moment avec ce bouquin que le film va peut-être me laisser un peu sur ma faim. Et j'ai du mal à imaginer l'humour et l'ambiance des romans de Jean-Paul Dubois mis à l'écran. Je sais même pas qui joue les personnages principaux, qui a mis en scène, je me suis pas du tout renseigné, mais j'ai du mal à imaginer. Ensuite, j'ai lu Le Loup, l'Épée et les Étoiles de Lola Lafont, publié aux éditions de l'Aube. Et je remercie les éditions de l'Aube car c'est un envoi en service presse. Les éditions de l'Aube m'ont contacté donc suite à la chronique du Ventre des Hommes, que j'avais beaucoup aimé. Et ils m'ont parlé de cette collection que je ne connais pas, ça s'appelle Le 1 en livre. Alors le 1 c'est un hebdomadaire je crois, j'allais dire qui est publié toutes les semaines, bravo Flowfly. Le 1 est un hebdomadaire innovant et atypique, journal d'enquête et d'idées, indépendant, sans publicité. Il rassemble chaque semaine des écrivains, des artistes, des journalistes et des chercheurs de toutes disciplines pour éclairer un seul grand thème. Et donc la collection Le 1 en livre, c'est une collection qui regroupe les mêmes textes d'un auteur dans plusieurs des numéros. Donc là on est dans un recueil donc, de textes écrits par Lola Lafont pour le 1. Lola Lafont, c'est une autrice que je ne connaissais pas, qui est éditée actuellement chez Actes Sud. Et comme je ne connaissais ni l'hebdomadaire ni l'autrice, j'ai accepté parce que je suis toujours en soif de découverte, en curiosité. Et j'aime bien, vous voyez, c'est un recueil de textes, donc c'est des formats courts. Là, on est avec 11 articles, mais c'est des articles qui sont quand même assez longs. Hein, vous voyez, vu que c'est un hebdomadaire assez recherché, qui invite à réfléchir et à s'intéresser à un thème particulier. C'est pas des très courts articles d'une colonne, c'est vraiment des articles assez complets. Et j'ai passé vraiment un très très bon moment. À la base, je m'étais dit je lirais un article de temps en temps parce que j'avais peur que ce soit peut-être un peu trop poussé pour moi, mais pas du tout, c'est très accessible. J'ai pas grand chose à vous dire, à part que ce sont des thèmes d'actualité. Je peux vous donner justement du coup quelques thèmes traités par Lola Lafont dans ce texte. Il y a un des articles qui s'appelle « Fini de pleurnicher », qui est un article sur la gauche, le socialisme, sur ce qu'est la gauche aujourd'hui, sur ce que sont les personnes qui sont de gauche ou se disent de gauche, comment percevoir la politique, le socialisme, c'est magnifiquement bien écrit. Franchement, le texte fait genre 3 ou 4 pages, mais je l'ai relu déjà 2 fois parce que j'ai trouvé ça criant de vérité. Alors on peut pas généraliser sur ce qu'est la gauche en général, ce que sont les gens de gauche, un public de gauche, une personnalité de gauche, mais elle le fait avec un œil qui est quand même assez critique envers le socialisme, ou en tout cas ce qu'il en reste, et j'ai trouvé ça terriblement intelligent. Ensuite, il y a un texte sur notre rapport aux réseaux sociaux. Elle parle de Facebook dedans, l'article qui s'appelle Le Loup, l'Épée et les Étoiles justement. Donc c'est un article qui a été écrit sur Facebook, mais qui peut s'appliquer plus généralement à tous les réseaux sociaux et l'utilisation que l'on en fait.
Là pareil, ça m'a parlé, ça m'a fait me remettre en question. C'est ça que j'aime bien dans ces textes, c'est des textes qui me poussent à la réflexion. Une fois que j'en ai terminé un, à chaque fois je me suis dit, est-ce que ça me concerne? Oui, ça me concerne. Mais alors dans quelle mesure je suis cette personne ou je ne le suis pas? Dans quelle mesure je me reconnais dans ce qu'elle dit? Et c'est ça que j'adore dans cette lecture, c'est que ça te remet en question. T'es pas là non plus pendant 20 minutes à te poser la question en mode ouais, non, peut-être. Enfin voilà, c'est pas un cours de philosophie, un cours de rhétorique ou quoi que ce soit, mais sans prétention, te pousse à revoir ton regard sur le monde, à revoir ton regard sur tel ou tel point. Il y a également une lettre qui s'appelle Lettre à Sylvie, qui est une lettre ouverte à Sylvie Guillem, qui est une danseuse d'opéra que je ne connais pas, mais qui est sûrement très très connue, enfin je crois même de ce qu'on en dit dans la lettre ouverte, elle a l'air d'être très très connue. Et c'est sur le féminisme. Lola Lafont est une autrice très 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 engagée sur le féminisme, justement. Donc voilà, c'est des textes engagés, intelligents, mais accessibles. Le recueil fait 13 € pour une dizaine de textes. Alors après, comme je dis toujours, chacun voit midi à sa porte avec le prix des ouvrages. Je pense pas que ce soit cher payé parce que c'est pas le roman que tu lis en 1 heure et que tu oublies. Moi je vous dis, il y a des textes que j'ai déjà relus plusieurs fois qui m'ont peut-être ouvert les yeux sur certains points, notamment l'utilisation des réseaux sociaux et le socialisme entre autres. Les textes qui sont féministes sont très intéressants. Il y a également un texte sur Émilie Lamotte, qui est une figure du féminisme oubliée. En tout cas, moi, je ne la connais pas du tout. Je ne la connaissais pas du tout avant ce texte. Très intéressant, qui en plus m'a permis de découvrir une personnalité féminine et féministe, inconnue ou méconnue du tout début du XXe siècle, fin 1800, début 1900. Enfin voilà, c'est riche, c'est condensé, c'est intelligent, intéressant, c'est Lola Lafont. Et du coup, j'ai envie de lire Chaviré, qui est son dernier roman publié l'année dernière chez Actes Sud. Ensuite, j'ai enfin lu Des Hommes de Laurent Mauvigné, publié chez Minuit Double. Ça fait 2 Minuit Double, tiens d'ailleurs. Alors, avec Des Hommes de Laurent Mauvigné, on est toujours dans la thématique de ceux qui ne parlent pas et qui ne disent rien, qui se taisent. Et plus particulièrement avec ce roman-là, avec Bernard, Feu de Bois, Rabu, Février, qui sont des surnoms de jeunes hommes qui partent à la guerre en Algérie, donc dans les années 60, et qui participent à la guerre en tant que soldats, et qui reviennent en France, et qui essayent de reprendre leur vie normale d'avant-guerre, qui échouent très souvent. Et voilà, on va être encore avec du pur Laurent Mauvigné, avec des phrases qui font, j'ai compté une phrase qui faisait 50 lignes, avec des phrases qui font plusieurs pages, avec des introspections et des descriptions très longues, mais qui en même temps font avancer le récit à une vitesse folle, à tel point que j'ai encore bouffé les 300 pages en, je sais pas, 2-3 lectures. Je m'y suis posé 3 fois pour le terminer, parce que moi, ça fonctionne avec moi, ce style à Laurent Mauvigné. Cette façon de raconter les silences, de dire tout ce qui se cache derrière un silence, derrière une phrase non dite, derrière un traumatisme en fait, parce que là il est question de traumatisme. On est avec des soldats qui ont vécu l'horreur, qui ont vu des familles entières se faire tuer, qui ont même, eux, participé à cette horreur, qui ont dû tuer des gens alors qu'ils avaient 20 ans, qu'ils ont été appelés à la guerre, qui venaient d'un petit village. Ça m'a fait rire parce qu'on est toujours dans le petit village de la Bassée, qui est également le nom du bled dans Histoire de la nuit. Alors, je me suis pas encore renseigné si ce village existe vraiment ou s'il y a une histoire derrière avec Laurent Mauvigné, mais c'est le même nom de village que dans donc Histoire de la nuit. Un peu comme dans Fermouche, on est dans un milieu qui est assez rural, reculé. La campagne française, le petit village, le petit bled avec le PMU. Je crois que la femme qui tient le PMU s'appelle Patou. Il n'y a Patou derrière son bar qui essuie ses verres inlassablement, qui resserre le même verre de rouge, et puis plus tard dans la soirée qui resserre du whisky aux hommes qui viennent chercher une oreille chez elle. Et donc on va être avec ces hommes qui ont eu des parcours différents au retour. Certains ont réussi à revenir à une vie normale, quoique vers la fin on se rend compte que non finalement, mais qui en tout cas ont tout fait pour retourner dans le moule, dans la vie, et pour effacer totalement, même cacher au fin fond de sa mémoire. On range tout ce qui est en rapport avec la guerre d'Algérie dans ces boîtes, on les referme, on ne les rouvre jamais, on les range au fond de l'armoire, et d'autres, eux, n'ont jamais réussi, et du coup ils sont un peu le poivreau du coin, on ne sait pas comment il vit, il est là, on le connaît, c'est Bernard, c'est notre ami à tous, c'est notre cousin, c'est notre frère, c'est notre sœur, mais il a ce traumatisme, il a vécu la guerre d'Algérie et il n'a pas réussi à s'en remettre. Le roman a donc une construction particulière parce que dans les 130 premières pages, qui constituent quand même un bon gros tiers du roman, on va pas parler de la guerre d'Algérie. On va être dans une scène du quotidien qui donc s'étend sur 130 pages, ça dure, allez quoi,
2 heures, 3 heures, grand max 3 heures peut-être, où tout va être disséqué, tout va être analysé. C'est l'anniversaire de, je sais plus comment elle s'appelle, Roland ou quelque chose comme ça. Elle a invité ses frères et sœurs, elle a invité sa famille. Et il y a Bernard, notre bon vieux Bernard, qui ne parle pas, qui pue, qui ne se rase pas, qui sent l'alcool, qui va au troquet du coin tous les jours pour noyer son traumatisme dans l'alcool. Il va se passer quelque chose qui va engendrer un autre événement. Et donc voilà, dans ces 130 pages-là, on va être dans vraiment l'analyse du quotidien, comme Laurent Mauvigné sait le faire, dans la dissection, dans le regard qui veut tant dire, dans le sourire qui veut dire également, dans le napperon qui colle sur la table, dans le petit four qu'on nous sert, qui vient probablement de chez Picard et qui a été réchauffé 10 minutes avant. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça Laurent Mauvigné, c'est l'attention du détail. Le moindre petit truc a un rapport, nous dit quelque chose. Le roman est donc découpé en après-midi, soir, nuit et matin, je crois. Voilà. Et donc après-midi et soir, je vous dis, on est dans cette scène du quotidien très particulière à la Laurent Mauvigné. Et nuit et matin, là, ça se passe en Algérie. On comprend quelques éléments de cet événement si particulier au début du roman. On arrive à analyser qui est qui parce que tous les personnages font partie plus ou moins de la même famille ou en tout cas du même village. On va suivre un baraquement, enfin une caserne en Algérie. Et on comprend que tous les hommes de cette caserne viennent du même endroit en France et qu'ils se connaissent déjà. Et Laurent Mauvigné essaye de nous expliquer un peu comment Bernard est devenu Feu de Bois qui est le surnom qu'on lui donne dans les premières pages du roman. Comment Bernard a vécu la guerre d'Algérie, pourquoi il ne parle pas, et qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a pensé au moment de la guerre d'Algérie. Enfin, c'est vraiment, pour moi, encore une fois, du grand Laurent Mauvigné, dans ce qu'il fait de meilleur, dans sa façon de, je vous dis, d'écrire. Moi, ça me parle à chaque fois. Alors là, je n'ai plus aucun Laurent Mauvigné dans ma bibliothèque. C'est un crime. J'ai fait 3 librairies, et les 3 avaient des romans de Mauvigné, mais que j'avais déjà lus. Donc du coup, je vais être obligé d'aller dans ma librairie habituelle, et leur demander de m'en commander un autre. Si vous avez des idées de Laurent Mauvigné que je dois lire et que je n'ai pas encore lu, dites-les moi en commentaire. J'ai noté Autour du monde, Continuer et Apprendre à en finir. Ce sont les 3 que j'ai vraiment envie de lire. Si vous en avez lu un des 3, dites-le moi par lequel je dois commencer. Mais encore une fois, je vous mets attention, gros panneau attention. Je pense que ce n'est pas à la portée de tous. Et je ne dis pas ça pour être prétentieux. Je dis ça parce que je sais que moi, un texte comme ça, il y a peut-être 2 ou 3 ans, je l'aurais abandonné dès les 100 premières pages. Parce que, je vous dis, il se passe pas grand-chose, c'est très introspectif, c'est un style, alors que moi je trouve délicieux, mais qui, pareil, 3 ans en arrière m'aurait totalement rebuté. Ces pages de description, ces pages d'introspection qui ne s'arrêtent pas, des phrases où on peut même pas prendre sa respiration, des mots entiers, des lignes entières où on ne s'arrête pas, où il n'y a pas une virgule. Commencez peut-être pas par des hommes, commencez pas par Histoire de la nuit non plus. J'en reviens toujours à ce que je vous ai dit quand je parle d'un Laurent Mauvigné. Loin d'eux fait 150 pages et ça peut être une très bonne porte d'entrée pour découvrir le style, ou alors encore mieux, ce que j'appelle Oubli, ou ce que l'on appelle Oubli, je ne sais plus le titre, qui là est encore plus court, je crois que c'est 60 pages, et pareil, le style de Mauvigné y est direct, et on comprend tout de suite à quoi s'attendre avec lui. Mais bon, je peux que vous recommander de lire du Laurent Mauvigné, ça a été un excellent coup de cœur pour moi. Et ce qui m'amène au dernier coup de cœur de cette vidéo, Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, que j'ai ici dans les éditions 10-18. Je ne vous redirai pas encore une fois, comme Laurent Mauvigné, à quel point j'aime Murakami, à quel point j'aime ce réalisme magique, ce pont entre la littérature occidentale et la littérature asiatique, qu'il arrive toujours dans tous ses romans à tisser. J'imagine Murakami comme un homme, les jambes écartées, avec un pied dans le Japon, un pied en Europe, ou même encore plus loin aux États-Unis. Vous me direz, dans ce cas-là, s'il croise les jambes, ça ferait un moins grand écart parce que les États-Unis, dans l'autre sens du planisphère, c'est plus proche du Japon. Bref, en tout cas, c'est vraiment un lien entre cette littérature. J'ai envie presque de dire que c'est un style globalisé, car il arrive à prendre des éléments un peu partout et de les mélanger, de faire une mixture qui donne quelque chose qui te reste un peu sur l'estomac, mais que tu finis par digérer, j'ai envie de dire. Moi et mes images, des fois je sais pas où je m'embarque pour chercher des trucs pareils, mais c'est tout ce qu'on retrouve dans Kafka sur le rivage. Donc le point de départ est simple en plus, on va être avec Kafka, qui est un jeune homme qui a 15 ans, qui vit seul avec son père. Sa mère est partie avec sa sœur quand il était plus jeune, je crois qu'il avait 4 ans, il n'en a aucun souvenir, donc il vit seul avec son père, et son père, c'est pas un père particulièrement aimant ou attentif envers son fils, on n'en sait pas plus. On sait qu'il y a une prophétie un peu morbide qui repose sur les épaules de Kafka, que son père lui a raconté. Je ne vous la dis pas parce qu'elle arrive un peu plus tard dans le roman, elle arrive pas dès le début, mais c'est pas le genre de prophétie que t'es content d'apprendre quand t'as 15 ans. Oui, voilà, c'est 15. Du coup, Kafka, il en a ras
bol de cette vie. Il prend ses clics et ses claques, un petit sac à dos et il se casse. Il fuit Tokyo, il fuit son père, il fuit cette prophétie. C'est hors de question qu'il lui arrive ce qu'on lui prédit et il s'en va. Donc voilà, il prend la route. Là, au début du roman, c'est donc un peu un roadbook, hein, vous voyez, on est avec ce Kafka qui a 15 ans et qui s'en va. Et à côté de ça, parce que dans ce livre, il y a deux voix, il y a Kafka, mais il y a également Nakata, qui lui est un peu, pas l'opposé de Kafka, mais c'est un vieillard qui a 60 ans, qui a vécu très jeune un accident un peu mystérieux, un peu fantastique, ça paraît, je vous laisserai le découvrir, j'en dis pas plus, et qui depuis cet accident lui a fait perdre totalement la mémoire. Quand il s'est réveillé, il n'avait plus aucune idée de qui même lui il était, il savait plus comment il s'appelait, il ne reconnaissait pas ses proches, il reconnaissait, enfin bref, il avait vraiment plus aucune mémoire, c'était un reboot total, une remise à zéro, et il a jamais réussi à s'en remettre, il a jamais réappris à lire, il a jamais réappris à interagir avec les autres, et donc depuis cet accident qui arrive à l'école primaire, donc c'est 6 ou 7 ans, il vit d'une pension de l'État comme une personne handicapée, parce que vraiment il peut pas vivre seul, donc je crois qu'il y a ses frères et sœurs qui s'occupent un peu de lui, mais de loin, parce que c'est des, comment on appelle ça au Japon, des salarymen, vous voyez, c'est le genre d'hommes qui sont très engagés dans leur vie d'entreprise, donc il s'occupe de leur frère, mais vraiment de loin. Il a de l'argent pour survivre, il a un appartement, il n'a pas besoin de sortir et il fait sa vie. Sauf que Nakata, il a une particularité, il parle aux chats et les chats le comprennent. Donc lui, vu que dans sa vie, il est un peu oisif, il a besoin de rien faire, il touche une pension, on s'occupe vaguement de lui, mais il a très peu d'interactions sociales. Il s'occupe de repérer les petites annonces des gens qui perdent leurs chats dans Tokyo, les chats perdus, et de les rechercher, parce que vu qu'il parle aux chats et qu'il comprend les chats, et que les chats lui répondent, bah il parle aux chats du quartier, il leur dit bah vous avez pas vu un tel. Avec le point de vue de Nakata, très vite on est plongé dans cette ambiance à la Murakami, où il y a des doses de fantastique, avec parcimonie, des petits trucs qui décalent, qui rendent le roman un peu bancal dans ce réalisme, qui le font pencher tantôt dans la magie, tantôt dans la réalité. Et lui aussi, il sent une force qu'il appelle un peu comme Kafka, une prophétie, sauf que du côté de Nakata, ça sera jamais prononcé, on saura jamais vraiment ce que c'est ou comment c'est fait, mais il y a une force qui l'appelle et qui l'invite à quitter Tokyo et à partir lui aussi à l'autre bout du Japon. Et donc avec des points de vue alternatifs entre Kafka et Nakata, on va marcher, on va prendre la voiture, on va se balader, on va prendre le camion et on va s'arrêter à un certain endroit à travers le Japon. Donc au début, on est dans un roadbook où on est vraiment dans cette itinérance, dans cette fuite pour Kafka et dans une destinée, une quête pour Nakata. Donc là, on est vraiment dans les codes du roman initiatique où on avance, on rencontre des personnages, on a une petite épreuve, quelque chose, vous voyez, un événement qui fait qu'il y ait de l'action, puis on reprend la route pour aller encore un peu plus loin. C'est un chemin qui est jalonné d'histoires et d'événements. Les personnages prennent une ampleur grâce aux introspections. Le Kafka est très introspectif, la moindre chose qui lui arrive est propice à la réflexion, et même parfois c'est un peu tordu, un peu poussé pour moi, mais c'est ce que j'aime aussi dans Kafka, c'est que quand je comprends pas, eh ben je m'attarde pas dessus. S'il y a quelque chose que je comprends pas, je vais pas essayer de relire la phrase une vingtaine de fois, de relire le chapitre, de chercher quelle pourrait être la thèse, parce que très souvent il y en a pas forcément, ou il y en a 15. Et c'est ça aussi qui fait que j'aime Murakami, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une interprétation. J'ai l'impression qu'il y en a autant de lecteurs. En disant ça, je me rends compte que c'est pas forcément vrai, parce qu'il y a toute une réflexion sur le Oedipe et le complexe d'Oedipe qui ne pousse pas à 1000 interprétations à la lecture du roman. Mais je trouve que Murakami a une écriture tellement inclusive et généreuse que chacun peut y retrouver quelque chose, sans pour autant dire que c'est de la fainéantise, qu'on écrit quelque chose de tellement large et ouvert que ça peut, comme l'horoscope, vous voyez, ça veut tout dire, donc du coup chacun y trouve sa sauce. Là non, c'est mieux fait que l'horoscope. Je suis en train de comparer Murakami à l'horoscope dans Femina. Faut que je m'arrête tout de suite. Murakami, c'est un auteur qui est très généreux, que le style peut parfois rebuter, et que c'est pour ça que je ne conseillerais pas de commencer par Kafka sur Rivage. Lisez des textes de l'auteur plus courts, c'est un peu comme Mauvigné, hein, vous voyez. C'est tellement particulier et tellement ancré dans un mode d'écriture, de narration, dans un style qui est lui aussi très poétique, des descriptions oniriques à parfois n'en plus finir, ou des introspections aussi oniriques à n'en plus finir. J'ai perdu totalement le fil, mais j'ai beaucoup aimé.
Ah bah alors là, je suis comme un con parce que je ne sais absolument plus ce que je voulais dire. Je commençais... En fait, c'est ça, souvent je commence des listes de mots, de pensées qui me passent à travers la tête et j'en oublie le fil, le bout, la finalité. Bon, on va partir sur autre chose parce que là, je vois pas, j'ai complètement zappé. Puis quand je vais regarder au montage, je vais dire, mais oui, mais tu voulais arriver là, Coco. Mais un peu comme Kafka et Nakata, je me perds dans mon chemin, je me perds dans mon voyage initiatique. Et c'est également cette errance, cette perte, ce chemin non tracé qui permet d'arriver à un certain endroit. Et est-ce que c'était le but de ce voyage? Je sais pas. Est-ce que c'est comme ça que j'aurais dû y arriver? Je sais pas non plus. Mais en tout cas, je suis là et j'ai traversé tout ce chemin. J'ai rencontré tous ces personnages parce qu'il y a des personnages secondaires qui sont trop cool. Vraiment, Nakata, donc le vieillard, il est aidé par un vieux chauffeur routier que j'ai adoré, qui est à mourir de rire. Ça permet d'apporter une petite touche d'humour dans le roman, je sais plus son nom, mais je l'ai beaucoup aimé. Oshima, Oshima, oh purée, si je me rappelle, c'est que vraiment il m'a touché et qui m'a fait beaucoup rire ce personnage. Donc Nakata, il va être aidé par Oshima, et Kafka, lui, par... Alors lui, par contre, je ne m'en suis pas rappelé parce que je l'ai un peu moins aimé. Bref, je sais plus le nom de l'adjuvant de Kafka. Mais en tout cas, il y a deux adjuvants principaux, un adjuvant pour Kafka et un adjuvant pour... Nakata, qui est donc Oshima et qui lui m'a fait mourir de rire. Ces personnages sont aussi très importants, même si moi j'ai un peu moins aimé celui qui est avec Kafka. Ils ont tous les deux une importance dans le roman qui apporte quelque chose qui ouvre un peu encore plus l'imaginaire et qui permettent de se construire une image plus élargie du roman, qui est encore une fois très généreuse. On y parle de plein de thèmes, donc il y a notamment la musique, parce qu'il y a un morceau de musique en particulier qui est très important dans le roman, avec ses paroles, sa mélodie, et c'est magnifiquement bien écrit sur la musique. Il y a également le thème de la nature et de l'animisme, vous savez, mais ça c'est ce qui revient très souvent dans les romans japonais, et c'est pour ça que je dis que c'est un beau pont entre le Japon et la littérature plus occidentale, parce que toute la notion vraiment onirique des fantômes, de la vie des objets, d'un autre monde, d'un au-delà, ça c'est très japonais selon moi, alors que tout ce qui est plutôt quête initiatique et voyage avec rebondissement et suspense, etc., on est plutôt dans de la littérature, je dirais, occidentale, schématiquement. Et donc c'est pour ça que Kafka est un magnifique pont entre ces deux univers. Toujours est-il que j'ai passé un excellent moment. Je l'ai lu en lecture commune avec Cyrielle du compte Des Potrons Minés et Christophe du compte Instagram, tous les deux, sur la route des livres. Peut-être effectivement que si je l'avais lu seul dans mon coin, je l'aurais lu avec un peu plus de réticence et un peu moins d'entrain, parce que c'est une lecture qui à plusieurs permet encore une fois de voir des choses que peut-être j'avais pas vues. Moi j'ai pu dire des choses que les autres n'avaient pas vues. On a vraiment échangé nos ressentis, c'était vraiment... Là, un plaisir de lecture commune, parce que je vous dis, je fais pas beaucoup de lecture commune, c'était la deuxième seulement, et j'avais un peu une réticence à la lecture commune. Et là, sur ce genre de roman qui est ouvert à l'interprétation, qui est ouvert au ressenti, et ben ça permettait vraiment d'échanger, et c'est le plaisir de la lecture, qui d'ailleurs doit être le premier plaisir quand on parle de livres et quand on lit des livres, c'est lire et échanger. Pour moi, c'est ça la lecture, c'est vraiment m'immerger dans un univers, y piocher des trucs. Et dans un roman, on n'est pas obligé de tout comprendre et de tout piocher et de tout assimiler, mais retenir 2-3 trucs et l'échanger et le dire aux autres, ben, tu vois, moi là j'ai peut-être pensé à ça et je me suis dit ça. Et la personne avec qui tu parles va forcément avoir 1000 ressentis différents des tiens, et c'est ça qui enrichit la lecture. Et je vais terminer cette vidéo là-dessus. Lisez et échangez autour de la lecture, parce que c'est le plus important, sur Booktube et sur Bookstagram. Et dernièrement, j'ai eu peut-être l'impression que j'étais en train de me perdre et d'être dans la production de contenu. Alors désolé si c'est le cas, tant mieux si ça ne l'est pas. J'en avais parlé un peu lors du tout dernier live sur YouTube qui remonte déjà il y a un mois. Il y a une multiplicité d'événements et de challenges et de plein de choses qui produisent de l'échange autour du livre. Et donc c'est cool, mais en même temps, moi ça me fait un peu tomber dans cette course au contenu, dans cette course à la nouveauté, cette course à l'innovation, alors qu'au final tout a déjà été fait sur YouTube. Donc en fait, je me suis dit, reviens au plaisir premier, qui est juste lire et échanger. C'est aussi un peu le but du cabinet de lecture, qui a été créé ensemble en fait, en faisant le live, justement ce dernier live où on a parlé, et qui permet un peu de remettre les choses, l'église au milieu du village, juste lire et discuter de ce qu'on lit, être curieux, ne pas tomber dans la facilité de bah écoutez, ce livre je sais qu'il va faire parler de lui, je vais le lire. Peu importe, vraiment c'est pour ça, il faut être curieux, faut aller piocher un peu partout, ne pas s'enfermer dans un genre. Alors ça moi de toute façon je sais pas faire, hein, m'enfermer dans un genre.
dans un style, dans quelque chose, mais s'ouvrir à la curiosité, aux autres, à l'échange, et puis bah tant pis. Si ça paraît prétentieux, tant pis si j'ai l'air d'être un vieux con de 60 ans qui a tout compris sur la vie, ça n'est pas le cas, c'est juste mon ressenti à cet instant T, et j'avais envie de le dire et de vous le dire. Donc voilà, pour ce qui est justement du cabinet de lecture, on se retrouvera dimanche 3 octobre à 20 h sur cette chaîne YouTube pour un live de 2 heures. Ce sera un live participatif avec un lien sur lequel vous pourrez cliquer durant le live pour me rejoindre à l'écran ou non d'ailleurs, juste en vocal. Je pense que c'est pas obligé de mettre la webcam, donc vous pourrez venir juste intervenir avec votre voix. Je vous le dis tout de suite, je pense que je n'aurai pas terminé de lire La Centaine d'amour de Pablo Neruda, parce que c'est pas une poésie qui me touche vraiment, à laquelle je suis sensible, malheureusement. J'aurais peut-être dû lire quelques poèmes avant de la proposer en lecture commune, mais j'ai lu les deux autres. J'ai lu Les yeux d'Elsa, où j'aurais terminé en tout cas d'ici le 3 octobre, et j'ai terminé Huis clos. Donc voilà, on en parlera le 3 octobre. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.